Salut, bienvenue sur Antipop, le podcast pour les podcasteurs entrepreneurs déterminés à faire grandir leur podcast. Dans ce podcast, tu trouveras plein de conseils, de méthodes et de témoignages pour t'aider à booster l'audience de ton podcast et à explorer toutes les pistes pour construire une stratégie adaptée à tes besoins, tes objectifs, tout en gardant le plaisir. Allez, je laisse place à l'épisode du jour. Salut Anne-Fleur, comment ça va ? Salut Anne-Claire, ça va super bien, merci, et toi ? Je suis super contente d'inaugurer avec toi un nouveau format de hors-série pour Antipop qui s'appelle J'ai testé pour vous. Lors de ces épisodes, je vais débriefer en live, toute seule ou accompagnée, très bien accompagnée même je dirais, d'un projet que j'ai mis en place et qui, je pense, pourra inspirer ou aider certaines personnes à voir qu'est-ce que j'ai fait, comment je me suis plantée, comment j'ai réussi, c'est quoi mes méthodes. Et l'idée, c'est de faire bénéficier de ce retour d'expérience aux podcasteurs et podcasteuses qui ont envie, d'apporter une autre dimension à leur podcast. Et aujourd'hui, on va parler de quoi ? On va parler de... La demande ! La demande, le podcast qui dépoussière les demandes en mariage, qui est donc ce podcast qu'on a lancé en février 2024, il y a quelques mois. On a terminé la saison 1, 10 semaines plus tard, puisque c'était une saison de 10 épisodes principaux et 10 épisodes bonus. Et ce podcast, on a eu l'idée en mai 2023. Pour rappeler un petit peu la petite histoire, j'étais en train de marcher dans la rue de Barcelone et puis je réfléchissais à comment est-ce qu'on crée un bon concept de podcast. Et je me suis dit, il faut un sujet universel pour que ça parle à un grand public avec un angle très précis. Et comme un peu ma passion du moment, c'est le storytelling, je me suis dit, quel est le sujet universel sur lequel on peut faire du storytelling et qui en plus soit monétisable, parce que c'était un challenge que j'avais envie d'accomplir. Et je me suis dit, bingo, on va faire les Catherine et Josiane des demandes en mariage. Je l'avais pas vu comme ça, j'aime bien cette description. J'envoie un message vocal à Anne-Fleur pour lui pitcher en 30 secondes le sujet. Et Anne-Fleur, ni une ni deux, tu as dit... Oui. Évidemment. Donc, l'idée de ce retour d'expérience, c'est que ce REX, même on va dire, retour d'expérience, c'est l'acronyme un peu pro-corporate pour parler de ce format-là. C'est que on va du coup rappeler nos objectifs avec ce podcast. En fonction des objectifs, on va se débriefer, toi et moi, de ce qu'on pense des résultats du podcast, de la communication, du sponsoring, etc. On va rentrer dans les détails, on va partager des chiffres, etc. Auditeurs et auditrices qui nous écoutez, l'idée c'est que vous rentriez vraiment dans les coulisses de ce projet. On vous dit tout. On vous dit tout. On a préparé chacun de notre côté un peu un template avec un fil rouge. On l'a lu respectivement, mais on s'en est pas encore parlé. Donc vous allez tout découvrir en live comme moi et Anne-Fleur. Et donc l'idée c'est, je vous disais, 2 objectifs. Vous rentrez dans les coulisses de la demande, vous rentrez aussi dans les coulisses de qu'est-ce que c'est un REX et pourquoi c'est intéressant de faire un REX avec les gens avec qui vous collaborez. Vous verrez que on fait en 3 parties. Donc objectif, observation des résultats. Après, il y a une synthèse pour se dire qu'est-ce qu'on faire le kiss du projet, qu'est-ce qu'on keep, qu'est-ce qu'on improve, qu'est-ce qu'on stop et qu'est-ce qu'on start. Et ensuite, on se dit quelles sont les prochaines étapes. Bon, on a une grosse demi-heure devant nous pour tout dérouler. Est-ce que tu te sens chaude là, Anne-Fleur ? On est bien ? Ah, mais tu n'imagines même pas. Mais oui, je suis prête. Allez. Alors, pour rappeler un petit peu, est-ce que tu veux du coup un petit peu rappeler ce que c'est la demande et quelle est par exemple la ligne éditoriale qu'on a voulu choisir, un peu l'originalité du concept ? Avec plaisir. Alors, La demande, comme tu le disais, c'est un podcast qui vise à dépoussiérer les demandes en mariage. Le monde du mariage, ça peut être quelque chose de très traditionnel. Les demandes en mariage, c'est des choses qu'on se raconte beaucoup, même parfois de génération en génération. On va avoir, on connaît la demande peut-être de nos parents, de nos grands-parents, de nos grands-tantes, enfin, j'en sais rien. Et c'est des histoires avec comme tu dis, un potentiel très fort en fait de storytelling où
Des fois, c'est même un peu, tu sais, le téléphone arabe, genre on amplifie, on en rajoute, il y a des trucs qui nous marquent différemment selon qui raconte l'histoire, alors qu'au final, c'est la même histoire. Et donc, du coup, beaucoup de potentiel pour se raconter des histoires. Et nous, ce qu'on s'est dit, du coup, c'est qu'on allait identifier, donc on a fait 10 épisodes, on a choisi d'aller chercher chacune 5 histoires pour la raconter en fait à l'autre. Donc on appuyait littéralement vraiment sur Rec pour enregistrer l'épisode sans pour autant savoir de quoi allait nous parler l'autre. Et on se le raconte et on réagit avec cette petite dimension un peu de genre on est au café ou à l'apéro entre copines à se dire non mais sérieux, faut que je te raconte la dernière quoi. Et puis donc un autre objectif qui était très important pour nous d'un point de vue éditorial, c'était cet aspect de dépoussiérer qui est en fait que voilà, il n'y a pas que je sais pas des hommes blancs et des femmes blanches qui se marient. Donc c'est essayer de donner de la visibilité à tous les types d'unions. Voilà, pas forcément que hétéro. Et puis aussi, donc, d'un point de vue diversité plus général, que ce soit de où viennent les gens, vous voulez pas avoir que des demandes de Parisiens. J'ai pas de problème avec les Parisiens, mais c'est pas que eux qui nous écoutent, c'est pas que eux qui représentent la France. En fait, on voulait vraiment quelque chose de très représentatif, quoi. Donc, on vient d'un peu partout dans le monde, on parle pas forcément tous français, on n'est pas tous blancs, on n'est pas tous hétéros. Enfin voilà, essayez vraiment d'avoir quelque chose aussi inclusif que possible. Et voilà, si on met tout ça ensemble, ça donne la demande. Ouais, on avait une formule qui était les histoires de la vraie vie, qui montrent aussi les vraies émotions, de se dire que dans les demandes en mariage, c'est pas forcément tout lisse, amour au premier regard, on sait tout de suite que oui, on va s'engager, etc., qu'il y a des doutes, il y a des ratés, il y a des engueulades. Et puis c'est les ratés qui sont le plus croustillants quand même. Exactement. Donc voilà, un peu pour faire un point sur ce que c'est la demande. Donc, on avait comme objectif avec ce podcast, donc d'un point de vue éditorial, tu l'as bien développé, Anne Fleur, c'était donc de parler des demandes en mariage, de la vraie vie de manière moderne et sans cliché. On avait envie de toucher un maximum de monde avec une ligne édito qui était originale. On a voulu développer notre propre tonalité. Moi, je sais que j'ai eu pas mal de retours de personnes, des podcasteurs, podcasteuses de ma communauté EcoFactory, qui sont venus me voir en disant « Ah tiens, c'est marrant, on a découvert une autre partie de ta personnalité, quelque chose d'un peu différent », ou des retours sur le fait que c'était cool de nous écouter parler, qu'on en apprenait un peu plus sur nous. C'était donc un podcast, comme on dit, qui était assez incarné, c'est-à-dire qu'on complétait avec nos avis, des anecdotes de nos vies, de nos propres demandes en mariage, etc. Donc on s'est un peu mouillé. Mais oui. Ou de nos non-demandes, mais oui. Mike, si tu nous écoutes. Il y a un petit fil rouge dans la demande, faudrait aller écouter. Un autre objectif qu'on avait, c'était de donner un maximum la parole à notre communauté. Tu as prononcé le mot d'inclusion, inclusif, juste avant. Là, c'était vraiment se dire que les demandes de la vraie vie, c'est nos points de vue à nous, mais on avait envie de créer une conversation, de créer du débat et de se faire poser des questions sur un sujet où a priori il y a un script qui est vraiment tout réglé. Et la manière de créer de la conversation, du débat, c'était de donner la parole à notre communauté au sens large. Donc là, on l'a fait par deux manières. On a créé un comité édito, on va débriefer sur le sujet juste après, et on a créé un format qui répondait aux épisodes où on mettait en avant des histoires, où les gens de notre communauté pouvaient réagir sur les histoires, les épisodes, donner leur avis, participer au débat. Les protagonistes des histoires venaient aussi parfois compléter ou préciser les corriger, épisodes. Corriger, c'est pas tout à fait vrai ce que tu t'es un peu enflammé là. Donc voilà, cet objectif aussi de donner un maximum la parole à notre communauté. Donc on va revoir, toi et moi, si on estime l'avoir atteint. Et un dernier objectif qui était lié à la monétisation, qui est donc de sponsoriser ce podcast avec 0 écoute. Ça venait de 2 points. Un point de curiosité intellectuelle de ma part, qui est que j'entendais souvent qu'on avait besoin d'attendre 5000 écoutes par mois avant de pouvoir espérer monétiser son podcast. Et moi, les Yaka Faucon, les on dit un peu des choses où je sens que c'est une règle qui est tacite mais qui est pas forcément très réaliste. Et ça m'énerve un peu. Et j'avais vu autour de moi des gens qui avaient pu sponsoriser leur podcast alors qu'ils n'avaient pas encore beaucoup d'écoute. Donc je pense à Jérémy Claeys avec Sens Créatif ou Aurélie Doré avec Ceci est mon corps. Et c'est eux que je mettais en avant quand j'essayais de
motiver les gens qui avaient envie de monétiser, qui osaient pas y aller à cause de ce faux chiffre de 5000 écoutes par mois. Et je me suis dit, il y a rien de plus convaincant que si moi je dis, je l'ai fait aussi. Et que j'espère que ce passage à l'action en inspirera chez d'autres podcasteurs et podcasteuses ambitieux. Donc, première raison de cet objectif-là. Et deuxième raison, tout simplement, c'est un side project. Anne-Fleur et moi, on a des métiers à côté. Et donc, du coup, pour se justifier le fait de passer du temps et de vouloir faire quelque chose de qualité, on a investi dans une identité sonore qu'on adore, que Alice Desbelles Fréquences a créée. Alice aussi était en charge du mixage des épisodes. Voilà, on a un petit peu investi dans ce projet en termes de temps, mais aussi en termes de moyens financiers. Et donc, du coup, d'avoir un sponsor en face qui pouvait apporter du retour sur investissement à ce side project, c'était tout à fait intéressant. Est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter par rapport à ce cadre? Non, tu fais ça très bien, on dirait que c'est ton métier, Claire. Je suis grillée. Serait-ce une vraie professionnelle? Donc, on va voir dans ce Rex 4 points. Le podcast, ce qu'on a pensé du podcast, ce qu'on a pensé de la communication en général, la visibilité autour du projet, le comité édito qui était une initiative propre et aussi, mais plus brièvement, du sponsor parce que on va creuser ce point en détail et en profondeur avec les membres Puzzle et du membership. Si vous avez envie de voir l'atelier pratique qui sera dédié au sponsoring, je vous invite à regarder dans le lien. Et t'as dit 4 points, juste pour info, mais t'en as dit que 3 du coup. J'ai dit podcast, comité édito, sponsor et communication. Ah, communication, ok. 4. Communication, visibilité, tu vois. Sorry. C'est pas grave, c'est bien quand il y a quelqu'un qui s'assure. Il y en a qui suivent. Ouais. Parce que je vais pas faire semblant, ça m'arrive souvent en fait de dire il y a 4 points, je t'oublie un au passage. Bon, toi-même tu sais. On commence par le podcast ? Ok. Alors, par rapport au concept, donc au choix qu'on a fait de ce concept, de pas inviter les gens à raconter, mais de raconter nous-mêmes, qu'est-ce que t'en as pensé ? Est-ce que tu trouves que notre objectif d'une ligne édito grand public et original est atteint ? Alors même avant de répondre à cette question, le fait, tu sais, donc au début quand on a commencé à réfléchir à ce concept, on a enregistré en fait 2 épisodes presque 1 an avant de les sortir, en fait, les 2 premiers épisodes. Donc en fait, on en parlera après, mais on a pu échanger là-dessus. Et puis quand on a commencé à annoncer le concept, qu'on avait enfin une date de sortie, donc le 14 février, et puis qu'on cherchait en fait finalement de nouvelles histoires puisque fallait avancer. On a eu un peu de pushback, quoi, un peu de gens genre ouais mais non, moi j'ai une histoire de ouf à vous raconter, mais ah non, si c'est pas moi qui la raconte, sinon je vous la raconterai pas. Enfin, les gens voulaient passer au micro et ils comprenaient pas en fait trop parce que finalement il n'y a pas 1500 podcasts en fait avec ce format-là où c'est 2 hôtes en fait qui parlent d'histoires qui ne sont pas les leurs l'une à l'autre en fait. Et je suis contente quand même qu'on ait persévéré là-dessus parce que je trouve que ça nous a permis d'incarner le podcast. Ça nous a permis de maîtriser, comme je trouve, notre ligne éditoriale bien en fait. Et d'avoir un peu plus de contrôle sur tout ça et de rester vraiment très très fidèle finalement aux valeurs, aux objectifs qu'on s'était fixés au début. Donc on en parlera après. Il y a d'autres raisons pour lesquelles ça aurait été peut-être bien d'avoir des gens qu'on invitait directement dans le podcast, notamment la promotion. Mais moi, je suis super contente d'avoir tenu ce format qui offrait, je pense, beaucoup de proximité. Et donc, tu le disais, on a eu pas mal de retours de gens qui disaient « Ah, j'ai l'impression d'être au café avec mes copines, etc. » Et c'était vraiment quelque chose de voulu et de recherché. Donc là-dessus, objectif atteint. Ouais, carrément. Parce qu'en fait, au début, donc on avait comme inspiration, c'est un format qui existe aux États-Unis. Je te laisse dire le nom parce que ça sera mieux avec ton accent. Il y en a plein aux États-Unis, mais je crois que celui dont je t'avais parlé, c'est I've had it. Genre, j'en ai assez. Ouais, en Espagne, c'est estirando el chicle, c'est-à-dire j'étire le chewing-gum. Et en France, il y a aussi la chamade qui a adopté à peu près ce format-là de raconter des histoires avec 2 personnes. Mais avec des invités, donc c'est encore pas exactement pareil. Ouais. Exactement. Et donc, c'est vrai que c'était assez original et ça a un peu déstabilisé les gens. Moi, c'est vrai que quand j'ai eu ce feedback, parce que surtout, j'avais très envie d'avoir cette histoire-là, parce que j'aime bien la personne dont il s'agissait, ça m'a un petit peu fait douter. Mais en fait, très tôt, quand on a publié l'épisode 1, 2, 3, au lancement, les feedbacks sont revenus très, très rapidement sur le fait que c'est trop marrant. On a l'impression d'être à une terrasse avec vous. Ça fait vraiment l'originalité. Et donc,
donc, ça m'a vraiment confortée. Ce choix qui, moi, de mon côté, était plus pratique qu'original, je dois l'avouer dès le départ. Au moment de la conception, quand on a décidé de pas inviter les gens pour pas qu'ils racontent, c'était de se dire, il y a 3 moi, fuseaux horaires. Voilà, pour pas qu'il y ait plusieurs fuseaux horaires, parce que pour rappeler, Anne-Fleur, elle est à Denver dans le Colorado et moi je suis à Barcelone en Espagne. Donc on a 8 heures de décalage horaire. Voilà, donc du coup, on a dû déjà jongler avec nos 2 emplois du temps assez chargés, voilà les créneaux des décalages horaires, et se dire qu'il fallait caser une 3e personne dans l'équation, ça annonçait des cheveux blancs. Donc ça, c'était un premier sujet pratique. Il y avait aussi le fait de maîtriser la ligne éditoriale. Par exemple, toi et moi, il y a des détails qu'on a exprès effacés des histoires parce que on trouvait que ça rentrait pas dans les valeurs qu'on voulait porter. Je dis pas et puis effacer, ça changeait pas le sens de l'histoire. Voilà, exactement. On a mis plus ou moins zoom sur certains détails de l'histoire parce pour que le message qui en ressorte, il soit plus fort ou plus positif, etc. Et aussi parce qu'il y avait vraiment ce format storytelling qui fait que on est toutes les deux assez rompues à l'exercice, et c'est vrai que du coup on maîtrisait la qualité en fait de l'épisode à chaque fois. Et je suis contente parce que entre le premier épisode qu'on a enregistré et le dernier épisode, le 10e, on sent qu'il y a la sauce en fait, la mayonnaise a bien pris entre toutes les deux. On fait des running jokes, on a appris à se connaître aussi. On a appris à se connaître. Donc c'était cool ça. Mais on a eu une difficulté, hein. Alors le fait que t'as eu un rhume pendant 10 semaines, ma pauvre. Mais c'était pas ça la difficulté à laquelle je pensais, c'est que moi, je suis un peu la surexcitée du micro et toi, t'es un peu la force tranquille du micro. Et ça a été dur au montage. On peut en dire un mot quand même là-dessus. Ah oui, vas-y, raconte. Mais toi, tu le prenais mal, tu pensais que je te foutais des vents, alors que non. Ah au début, oui, mais bien sûr, mais parce que pour que vous compreniez, donc le podcast, bien sûr, c'est que à l'audio. Et Anne-Claire, des fois, elle va rigoler, mais genre... Voilà, vous n'avez rien vu, vous n'avez rien entendu, parce que c'est comme ça qu'elle rigole. Sauf que du coup, quand on est en visio, je m'en rendais pas forcément trop compte les premières fois, mais une fois que je passais au montage, je disais mais c'est quoi ces silences? Genre t'as l'impression d'être tout seul, tu sais, ça me faisait penser aux les westerns là, où ça siffle là, t'as de l'écho. Non mais je rigole toute seule, puis moi en plus ça contraste beaucoup parce que je suis un peu surexcitée et je rigole tout le temps, peut-être un peu trop, on a le droit de le dire aussi. Mais du coup, il y avait un vrai contraste et il a fallu qu'on apprenne à s'ajuster. Il y a eu un travail un petit peu au montage, mais nous aussi, en fait, finalement. Mais c'est normal, il fallait qu'on apprenne à se connaître. Et puis, c'est pas facile parce qu'on fait tout ça, en fait. On a créé toute notre relation en ligne sans jamais se voir, en fait. Donc, il y a plein de signaux non-verbaux, en fait, qu'on a peut-être appris à mieux comprendre, mieux interpréter, en passant toutes ces heures, en fait, d'enregistrement aussi, toutes les deux, quoi. Ouais, c'est vrai. Et aussi tout ce travail asynchrone qu'on a fait où on communiquait beaucoup sur WhatsApp aussi pour s'organiser, sur Slack, ça peut être intéressant aussi pour les gens de se dire comment est-ce qu'on monte un projet de A à Z sans s'être jamais vu en asynchrone. On se parlait assez rarement, en fait, on s'envoyait des vocaux parfois et tout, mais on a quasi tout fait en asynchrone, et ça demandait pas mal de communication aussi. Parfois, quand j'étais super stressée pour d'autres sujets du boulot, où j'avais beaucoup de boulot, et je t'envoyais des réponses un petit peu plus ok, oui, ça va et tout. Et puis moi, hyper sensible, je disais mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu t'es senti la liberté de me dire mais il y a un truc qui va pas et tout, tu vois. Et donc du coup, on a appris à vachement travailler notre relation devant le micro et aussi hors micro, et je trouve que ça s'est vraiment ressenti. Je te propose qu'on passe au sujet des statistiques, parce que je pense que ce sont quelque chose que les gens vont attendre, qui fait partie aussi d'un aspect quantitatif qu'on va screener lors d'un Rex. Et bien, donc pour rappeler, c'était une première saison de 10 épisodes histoire avec 10 épisodes bonus qui sont des formats répondeurs, de 3-4 minutes hors-série où on a invité Adélaïde et Solène, des pros du mariage, à partager leur potin de pros du mariage. Et donc, avec tous ces épisodes-là, on a dépassé 16 000 écoutes. Moi, franchement, je suis super contente. Hein. Enfin, c'est canon. Hein. Moi aussi. En 10 semaines, en partant de zéro, je veux dire, parce qu'on avait réfléchi, tu sais, à voir est-ce qu'on recycle un flux RSS d'un vieux podcast qu'on n'utilise plus. Moi, je sais que j'en ai plein, des trucs. Et finalement, on est quand même reparti de zéro.
je trouve que c'est pas dégueu. Ouais, moi je trouve ça vachement bien. Et surtout qu'on a vu vraiment au lancement une courbe exponentielle où on s'est dit, ah, il y a du bouche à oreille qui se fait. Les 3-4 premières semaines, ça arrêtait pas de monter chaque épisode. Ouais. Et tous nos épisodes principaux ont dépassé les 1000 écoutes. Toutes les demandes ont dépassé les 1000 écoutes. Et on s'était fixé des objectifs bien, moyens, waouh, c'est la technique BMW. Et le 1000 écoutes, c'était notre objectif waouh par épisode principaux. Donc vraiment, on a vraiment bien atteint nos objectifs. Donc c'était très cool. Exactement. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on nous a pas écoutés qu'en France. Il y a une stat qui m'a fait halluciner. Donc, on est aux 3/4 des écoutes quand même en France, 5% aux États-Unis, ok, 4% en Allemagne, et qui est le 4e pays qui nous a le plus écouté? L'Iran. De ouf. C'est ouf quand même. Moi, c'est tout petit, hein, c'est 2-3%, mais ça m'a surprise. Genre avant la Suisse, la Belgique, le Canada, d'autres pays francophones, l'Iran, ok. Eh ben, coucou l'Iran. Ouais. Trop content si nos histoires ont atteint vos contrées. On fait un petit point sur le groupe de bêta auditrices? Avec plaisir. Coucou les bêta auditrices d'ailleurs. Ouais, coucou les bêta auditrices. Vous êtes un peu plus de 36 de mémoire, si je me souviens bien du chiffre du groupe WhatsApp. Donc l'idée de ce groupe de bêta auditrices, c'était au moment où on a enregistré les épisodes pilotes, de se dire, bon, avant de continuer de foncer dans notre saison entière, eh ben, on a envie de soumettre notre concept, notre ligne édito à des personnes qui ressemblent aux auditrices et aux auditeurs qu'on a envie de viser, et de choper des feedbacks et de pouvoir améliorer, si besoin, notre podcast avant de le présenter à un sponsor notamment. C'est quoi ton bilan de cette initiative de comité de bêta auditrice, Anne Fleur? Donc, comme tu dis, il y a eu 2 phases. Il y a eu une phase, en fait, avant qu'on publie officiellement les épisodes, qui a été finalement la plus longue, puisque je crois qu'on a dû la lancer peut-être au mois de, je sais pas, juillet, août, jusqu'au mois de février, où là, on leur a même carrément envoyé des questionnaires sur le nom du podcast, sur le logo, sur l'identité visuelle, sur les épisodes en soi, bien sûr, sur le concept et tout. Et je trouve que c'était génial parce qu'elles ont vachement joué le jeu. C'est le risque, en fait, aussi des fois quand il y a des gens que tu connais, ils osent pas te faire de la peine, ou tu vois, et je trouve que les gens on a fait en sorte que les réponses soient anonymes pour qu'ils se sentent vraiment très très libres, et on a eu des retours hyper constructifs, beaucoup de soutien certes, mais aussi des trucs disant bah écoute, ça franchement ça me parle pas du tout, ou voilà, et j'ai trouvé ça hyper précieux quoi en fait. Oui, c'est vrai que ça a été trop chouette de sentir que une idée qu'on avait toutes les deux, eh bien, elle est de l'écho vis-à-vis de personnes, et aussi de se dire que ce côté intelligence collective, co-construction, elle nous aidait à faire le meilleur podcast possible pour atteindre nos objectifs comme disait cette mission, de dépoussiérer les demandes en mariage, etc. Moi, il y a un truc auquel je m'étais pas forcément attendue et que j'ai un peu découvert, que j'ai réalisé plutôt au moment de contacter les sponsors et de faire le kit média, c'est que ce comité édito, le fait qu'on en ait fait un et le fait qu'on ait des datas à sortir de ce comité édito, ce soit un argument fort pour convaincre un sponsor de nous faire confiance. Ouais, c'est clair. Parce que ça renvoyait une image super pro, et ça allait aussi dans le positionnement que on défendait, qui était, on est 2 personnes qui sommes très implantées dans l'écosystème du podcast, on a déjà de l'engagement sur nos communautés initiales, et on a créé un groupe de noyau dur autour de ce nouveau projet qui est déjà engagé, qui à 96% recommandera ce podcast. C'est ça, on a pu sortir des stats assez parlantes. C'était super. Ouais, donc à celles et ceux qui ont ce projet de sponsoriser leur podcast, n'hésitez pas à démontrer aussi qualitativement le soutien de votre communauté en disant il y a 20 personnes, 30 personnes qui me suivent régulièrement, qui font des feedbacks sur le podcast. En fait, ça augmente votre valeur perçue, en fait, votre image de marque, on va dire, vis-à-vis de vos partenaires corporate. Et aussi, si vous pouvez
faire comme nous, faire des formulaires pour quantifier des indicateurs. Donc, par exemple, le NPS, c'est le Net Promoter Score, c'est la probabilité qu'une personne recommande votre produit. Et donc là, votre podcast a des gens autour de lui. Et ben, ça, c'est un indicateur qui est très connu qui est universel, ouais. Voilà, qui est universel et qui va tout de suite parler à vos futurs partenaires. Donc là, on a parlé pas mal de la phase conception et la façon dont on a engagé les bêta-auditrices. On les a rassemblées sur un groupe WhatsApp. Et ensuite, à partir du lancement, eh bien, on a plus sollicité les bêta-auditrices avec des demandes de feedback ou aussi des demandes pour participer aux répondeurs, pour réagir, etc. Toi, je sais que tu t'étais noté un point d'amélioration par rapport à la façon dont on a animé justement ce... Ouais, je pense que c'est ça en fait. C'est juste que on peut pas toujours être partout, comme tu le disais. C'est un truc qu'on fait à côté. Ça prend beaucoup de temps pour faire ça bien. Et je pense que on leur a demandé beaucoup de choses, mais qu'on leur a moins apporté en fait dans cette phase-là, et que donc l'engagement a un peu, clairement diminué quoi. Donc on a toujours eu des motivés, des volontaires pour nous faire des vocaux pour le répondeur. C'était super sympa d'ailleurs. Mais c'est vrai que pour une saison 2, tu vois, je me dis, tiens, on pourrait essayer de réfléchir à comment, en fait, rendre le truc plus fun pour elle et que ce soit pas, en fait, une relation à une seule direction une fois qu'on a lancé le podcast. Qu'on soit pas que dans la demande et qu'on leur apporte aussi des choses, tu vois, que ce soit des bonus ou des petites choses, quoi. C'est une très bonne idée. Comment est-ce qu'on pourra leur donner, déjà les solliciter, valoriser en fait leur participation. On pourrait leur poser la question en disant, pour une saison 2, est-ce que vous avez envie de continuer de faire partie de ce comité édito? Quel rôle vous voudriez prendre? Et peut-être qu'on aura des bonnes surprises. Je te propose qu'on fasse maintenant le point sur la visibilité qu'il y a eu autour du podcast, donc par des voies de communication. Déjà, on peut parler du fait qu'on a fait un communiqué de presse. Ça, c'est toi qui l'as plus managé. Donc, tu as envie de faire un petit point sur ce qu'on a fait, comment on a géré les choses. Ouais. Écoute, on l'a fait en 2 phases. En fait, il y en a un qu'on a fait très rapidement parce que un jour de décembre, je me baladais sur LinkedIn et je t'envoie une capture d'écran. Je sais pas si tu te souviens. Je te dis, tiens, il y a Mathilde Mélin qui est un peu Madame Podcast sur Slate, mais Madame Podcast dans le monde, dans l'écosystème francophone du podcast ou français, qui demande en fait, comme tous les ans en fait, elle fait un épisode de son podcast sans algo où elle parle un peu en fait des podcasts les plus attendus pour l'année suivante. Et puis donc elle appelait les gens en fait à leur envoyer leur projet de podcast. Et je dis ouais Anne-Claire, on le fait pas. Puis là tu dis bah si bien sûr on y va tout de suite. Donc il y a eu ce premier communiqué qui avait quand même été fait très rapidement parce qu'il fallait que ce soit fait je sais pas dans les 2 heures. Heureusement on avait ces 2 pilotes en fait qui étaient prêts depuis quelques mois, qui avaient été habillés, on avait une identité sonore que tu disais qu'on aimait beaucoup, etc. Donc on avait 2 épisodes à lui mettre un peu sous la dent et donc on a fait ce premier communiqué de presse où on a en fait beaucoup mis l'accent sur nos valeurs. Sur vraiment ce qu'on cherchait à communiquer et le cadre en fait du podcast et puis sur nous deux mais qu'elle connaît un petit peu professionnellement de ce qu'on fait et puis là on a eu une retombée assez dingue en fait, c'est que Mathilde a sélectionné la demande dans les podcasts les plus attendus de 2024, ce qui était un gros coup de boost en termes de visibilité, mais si on est aussi super honnête, en termes de morale, quoi. Parce que quand tu dis, bon, allez, ça fait 6 mois ou 7 mois ou 8 mois, je sais pas qu'on est sur le projet, tu sais, des fois, tu dis, bon, on n'en voit pas la fin, est-ce qu'on va se lancer? C'est normal, quoi, comme dans tout. C'est un peu un marathon. Et là, te dire, waouh, en fait, il y a quelqu'un qui est plutôt reconnu quand même dans son appréciation des podcasts, qui croit en notre projet. Et c'était super, super entraînant, super encourageant, quoi. Merci Mathilde. Ouais, merci Mathilde. Et puis après, donc ça c'était en décembre, ça a dû sortir en début janvier. Et puis après, donc on s'est mis à réfléchir, ok, notre podcast va sortir le jour de la Saint-Valentin, donc c'était un mercredi, le 14 février 2024. Comment est-ce qu'on arrive à créer de l'attente? Comment est-ce qu'on arrive à faire écouter ces épisodes? Et ça, je pense que c'est un bon conseil à donner pour le coup, c'est vraiment d'avoir des épisodes tout prêts, ficelés, qu'on peut envoyer, parce que c'est quand même vachement compliqué de parler d'un podcast qui va sortir, sachant qu'il y a quand même énormément de podcasts qui sortent tous les jours, et de plus en plus de gens qui essayent d'en faire parler dans les médias, sans avoir en fait quoi que ce soit à écouter, quoi, avant que ça sorte publiquement. On a fait un listing. Toi, tu as fait un listing de tous les journalistes que tu connaissais. Tu avais déjà un listing qui était déjà prêt pour un autre projet que tu avais... Enfin, j'ai une base presse, en fait, oui, effectivement, que je fais évoluer sur tous les podcasts. Et puis toi, tu as pu y rajouter tes contacts aussi. Et puis, en plus des contacts, ce à quoi on a essayé de réfléchir, c'est OK, ensemble,
on touche quelle communauté, parce que c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir identifier les médias qui pourraient être intéressés. Donc Anne-Claire, tu le disais, tu habites à Barcelone, des fois ça peut intéresser en fait aussi le média des Français de Barcelone d'aller parler, ok, voilà ce qu'une Française de Barcelone fait. Et c'est ce qui était le cas. On a eu une parution dans Equinox, qui est un des médias à destination des Français de Barcelone, on a eu un article assez détaillé, etc., avec une photo de moi, pleine page. Et j'ai même des copains de Barcelone qui m'ont envoyé un screenshot en disant What the fuck, la star. T'es une star. Donc c'est vrai, c'était vraiment c'est toi qui me l'a dit, me disais mais c'est localement de là d'où on vient aussi. Moi je viens d'une ville en banlieue parisienne. J'ai envoyé, je sais pas eu de relais, mais j'ai envoyé du coup une demande de visibilité auprès de la mairie de ma ville. Mais c'est vrai que c'est intéressant aussi d'aller chercher de ce côté-là. Ah mais complètement, ils aiment bien généralement parler en fait des talents locaux quoi, en fait de ce qui se passe. Un autre truc qu'on a fait, c'était OK, nous ce qu'on fait c'est un podcast positif qui est feel good sans pour autant être un truc de bisounours quoi, je veux dire avec comme tu le disais les émotions et les demandes de la vraie vie. Et donc on est allé contacter un média qui est RZN, qui est en fait une radio FM et en ligne du positif quoi, en fait une radio engagée. Et là on a été interviewées toutes les deux. L'interview est sortie le jour de la Saint-Valentin, c'était super chouette. Ça nous a permis aussi de pousser tout ça. Et puis donc on a identifié en fait nos différentes niches, nos différents bassins d'auditoire, et puis on est aussi allé parler à la presse spécialisée. On a parlé de Mathilde de Slate.fr, mais on est aussi allé parler à Podmust, qui est un peu la newsletter de référence de l'écosystème podcastique en France. Et on a été très contente d'être relayés à nouveau. Carrément. Sinon, en termes de communication autour du projet, on s'était concentré sur le réseau social Instagram. On avait, je pense qu'on peut le dire, recyclé un ancien compte que moi j'avais autour de mon premier projet dans le podcast, qui était une appli de recommandation de podcast. Donc on avait déjà une base de personnes qui étaient intéressées par le podcast, et en fait on l'a tout rebrandé autour de ce nouveau projet. Donc, à quoi ça ressemblait notre communication sur Instagram? On avait 4 posts par semaine. C'est moi qui étais en charge de créer les posts et voilà, de faire ça. Il y avait un post qui était plus sur les conversations WhatsApp qu'on avait. L'idée, c'était de montrer un peu notre relation hors micro. Il y avait un post qui était un réel avec un extrait audio de l'épisode qui visait à mettre en avant un point de tension dans l'histoire qu'on mettait en avant dans l'épisode propre. Il y avait un post un peu débat ou avec des mèmes, etc. Bon, j'étais pas tout à fait d'accord avec moi-même chaque semaine sur ce que je voulais mettre le jeudi, mais... Moi, ce que j'aimais, c'était tes reels. Tu faisais des remixes de reels. Et le vendredi, c'était un remix de reels. Donc, j'allais chercher... Tout est permis. Ouais. J'allais chercher des réels, soit tendance, soit des réels sur les demandes en mariage. Et puis, je faisais ma sauce, en gros. Et en fait, ça a été... ça, c'est un point que j'aimerais bien mettre en avant. C'est que j'ai remarqué que ma créativité... Donc, je suis une personne qui est créative et qui a besoin d'être créative. Ça fait partie de mes valeurs, mais aussi de mon fonctionnement. Et en fait, dans ma vie de tous les jours, avec la routine, être entrepreneur, plein de choses à faire, des enfants, etc., j'ai laissé moins de place à ma créativité au sens un peu classique du terme. Je fais du chant, du dessin, de la peinture, des choses comme ça, et j'avais laissé moins de temps. Et en fait, ce podcast, La Demande, il m'a permis d'être un peu créative dans le sens où faire un peu des blagues, imaginer des choses, et puis un peu réinventer hors cadre, parce que c'est vrai qu'avec Antipop, qui est mon autre podcast, et comme c'est un peu ma vitrine professionnelle, j'étais un peu plus pas les mêmes codes, quoi. Tu vois, voilà. Il n'y avait pas les mêmes enjeux. Et là, ça m'a fait aussi du bien d'avoir un sujet sur lequel communiquer, où je pouvais faire un peu, entre guillemets, n'importe quoi. Je pouvais me lâcher un peu. Et ça fait du bien. C'était vraiment cool. Moi, j'ai adoré la demande première sur les tendances, c'est quoi, tech, avec, tu sais, l'espèce d'attel là, pour demander en mariage. Oui, c'est un réel où on voit... en fait, c'est un salon de l'innovation, et c'est un espèce de c'est pour les ouvriers, quoi, j'imagine. Qui se met sur ton genou pour quand tu te mets à genoux, c'est plus moelleux. En fait, c'est pour les carreleurs, c'est pour les gens qui posent du carrelage. Et en fait, je l'ai détourné autour en disant que c'était plus pratique pour faire sa demande en mariage, parce qu'on avait eu aussi un débat, toi et moi, est-ce qu'on se met à genoux ou pas à genoux, sur le fait de déconstruire les codes traditionnels. Voilà.
Donc voilà un peu ce qu'on a fait sur Instagram. Et sinon, en story, on relayait, on faisait des blagues, des choses comme ça. Le bilan, c'est qu'il y a eu un peu d'engagement au début autour du lancement. C'était normal, on avait un peu mobilisé nos troupes, mais l'engagement a un peu baissé au fur et à mesure et ça n'a pas vraiment décollé, je trouve, en termes de communication. Même si, on y passait du temps, on a fait toutes les choses dans les... Franchement, si on regarde par rapport au cahier des charges Instagram, 2 réels par semaine. Ah ouais, non, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup, tu vois. 2 réels par semaine, 4 posts par semaine, c'était beaucoup. On n'a pas beaucoup montré nos tronches. Exactement. Et je pense qu'on n'a pas beaucoup. Je pense qu'on s'est pas assez mouillé personnellement. Enfin, je veux dire, c'est facile à dire ça, tu vois. Sérieux, je sais que c'était beaucoup de taf aussi pour toi de faire ces 4 posts. Mais je veux dire, on sait pas, tu vois. En fait, on a beaucoup incarné notre podcast derrière le micro, mais on l'a pas incarné sur Insta. Et je pense que du coup, c'était presque trop poliché. Enfin, ça faisait peut-être un peu trop vitrine professionnelle, alors que le podcast, c'est aussi l'authenticité, la proximité et tout. Et après, je suis pas une experte Instagram, mais c'est un peu comme ça que je perçois le truc. Non, mais t'as raison sur le fait que c'était pas assez incarné. Et pour preuve, le réel qui a le mieux fonctionné, c'est celui où on voit ma tête. Où je suis en train de décrypter une demande en mariage, où le mec fait un truc que je juge toxique, tu sais, où il fait semblant... l'avion, là. Ouais, l'avion, il fait semblant de se faire cracher l'avion pour faire sa demande en mariage. Et on voit ma tête et c'est celui qui a le plus performé. Donc, c'est un peu voilà, ça valide ton hypothèse. Quoi. Et c'est vrai, sur le côté léché, je suis d'accord avec toi, mais moi, c'est un de mes biais, c'est que moi, j'ai besoin que les choses soient jolies. Mais ça peut être joli. Ça peut être quand même joli. Je sais. C'est pas du tout un reproche, hein, parce que voilà. Mais à titre personnel, moi, je me suis sentie un peu bloquée parce qu'en gros, tu m'as rappelé à l'ordre une fois, genre la première semaine, en me disant Anne-Fleur, c'est pas le bon verre ou je sais pas trop quoi, en police de ta story, je sais pas trop quoi. Et ok, pas de problème, je l'entends. Mais du coup, je fais ok, je fais plus de story. Parce qu'en fait, pour moi, tu vois, du coup, si j'arrive pas à être spontanée et tout, j'apportais pas grand chose, tu vois. Je dis pas qu'il faut pas que ce soit joli, hein, attention, on est bien d'accord. Mais peut-être qu'il faut qu'on arrive à trouver un petit juste milieu pour garder de la spontanéité et cette proximité. Et en fait, je pense que si on n'avait pas eu de sponsor, je me serais pas emmerdée avec ça. Tu vois, je t'aurais pas jamais dit que c'était pas le bon rose parce que je me souviens exactement quel rose c'était. Et je me serais dit, c'est pas grave, tu vois, c'est pas grave si ça fait pas pro, entre guillemets. Mais là, comme on avait un sponsor, je me suis mis un peu la pression pour que ce soit tout nickel, tu vois. C'était ça aussi. Ouais. Non, mais je comprends les enjeux. Mais avoir un sponsor, attention, c'était pas un podcast en marque blanche, c'était assez notre podcast. Ouais, je sais bien. Mais du coup, moi, je pense que c'était mon biais de j'ai besoin que ce soit esthétique et j'ai pas assez intégré toi, ta façon de fonctionner. Et voilà. Mais du coup, pour une saison 2, tester quelque chose un peu plus spontané et moi de lécher un petit peu plus, lâcher prise sur ce sujet-là, je pense. On fera qu'on trouve un juste milieu entre nous deux. Oui. Mais en tout cas, on a quasiment que des femmes qui nous suivent sur Instagram, donc on est quand même dans les stats bien Instagram. On est à 3/4 femmes et à 1/4 hommes selon Instagram. Et la moyenne d'âge, on a un gros morceau entre 25 et 35, et on a quand même 40% entre 35 et 45. Par rapport aux épisodes répondeurs, moi, j'ai été assez étonnée parce que j'ai eu des super retours de mes potes, des mecs en plus, qui m'ont dit franchement trop bien les répondeurs, c'est cool d'entendre la voix des gens et tout, c'est super inspirant. Et aussi en termes de stats, moi, je m'attendais à ce que ça fasse peut-être un tiers ou tu vois, un tiers ou la moitié. Et il y a des répondeurs qui sont quasi au niveau des mêmes qui ont dépassé les épisodes principaux. Un bon point, et à voir comment est-ce que peut-être dans la durée les messages qui sont laissés sont plus spontanés, parce que là on est allé quand même pas mal les chercher les messages. Au début ils sont venus spontanément et après on a dû quand même aller les solliciter. Donc à voir. Aussi, quelque chose qu'on a un peu improvisé, que je trouvais cool, c'est de proposer aux invités de débriefer sur les répondeurs. C'est quelque chose on a eu l'idée en cours de route, et j'ai trouvé ça vachement bien parce que ça rajoutait une couche au storytelling avec le fait que, on a tous notre propre version de l'histoire. Dédicace à Passage de Louis Média. Pour terminer notre Rex, je te propose qu'on fasse un petit récap de notre kiss et qu'on termine avec des idées qu'on pourrait mettre en place pour la saison 2. Donc notre kiss, je répète, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on improve, qu'est-ce qu'on start et qu'est-ce qu'on stop. Moi, je me suis listé des choses. Si tu veux, je te le dis et puis tu réagis. D'accord ?
Vas-y, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on garde? Keep notre complicité et de continuer à développer notre relation hors et hors micro et devant le micro. Je suis trop contente. On était déjà copines avant, mais je sens que ça nous a permis c'était bien d'encore fun. mieux se connaître. On garde le double format, épisode, répondeur et puis ce concept original autour du storytelling. De mélanger des histoires d'anonymes et des personnes connues, parce que dans les 10 épisodes, il y en a 2 donc celui de Vincent et Coralie, celui de Victoria et Romain, qui sont des personnes entre guillemets connues, en tout cas qui ont une communauté de plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers sur Instagram. Moi, j'ai bien aimé le mélange entre les deux. On garde le fait de travailler avec un partenaire, un sponsor, parce que ça a été une bonne expérience, une bonne collaboration. Ça n'a pas été un partenaire casse-pied du tout. Non, ça a été vachement bien, c'est très fluide et on a bien senti la complémentarité des deux marques, des deux approches et notre super identité sonore. Mais oui, merci Alice si tu nous écoutes. Qu'est-ce qu'on improve? Qu'est-ce qu'on améliore? L'incarnation sur Instagram, on va l'améliorer en montrant plus nos têtes et puis en étant un peu plus, de continuer à se lâcher, en fait, en faire un peu un territoire de créativité pour toutes les deux. Faites comme on fait au micro, quoi. Ouais. On améliore notre avance dans l'enregistrement des épisodes parce qu'au début on avait de l'avance et à la fin on a fait tout au dernier moment. Ouais, et on je a sais 3-4 jours. Ouais, pour toi c'était pas confortable et pour Alice aussi on a un peu travaillé. Et puis c'est aussi, tu vois, justement pour réfléchir à notre communication. Je pense, tu vois, par exemple à notre hors-série, moi que j'ai trouvé rigolo. Enfin, on a vraiment rigolé pendant 1 heure, c'était intéressant et tout. Qui a pas été l'épisode qui a le mieux fonctionné, mais aussi parce que finalement on l'a poussé une fois puis hop c'était fini, rideau quoi. Tu vois, et je pense que si on avait un petit peu plus de marge, en fait ça nous permet en fait de pas réfléchir dans le feu de l'action à comment on va promouvoir le truc. Ça permet de mettre en place des choses sans contrainte. Moi je suis très pour vivre sans contrainte, enfin sans stress. Je suis trop d'accord avec toi et si bien que même on peut le dire, mais moi je m'en suis pas rendu compte, je crois que toi non plus t'en es pas rendu compte, mais une semaine j'étais tellement sur d'autres projets et parfois mon cerveau il fait ça, il déconnecte quand il y a trop de trucs, et ben j'ai oublié de communiquer. Et puis je m'en suis pas rendu compte non plus. Et tu t'en es pas rendu compte non plus. Oui, c'est toi qui m'as dit, on a enregistré un truc la semaine d'après, puis tu m'as dit mais j'ai oublié de poster cet épisode. J'avais complètement oublié j'ai oublié 4 posts, donc je me suis rattrapée après, mais ouais, effectivement avoir de l'avance, ça permettait de pas tout faire en flux tendu et puis de pouvoir puis de les programmer et de pouvoir éditer s'il y a besoin, mais au moins de programmer et de pas être sous la contrainte. Exactement. Et moi, j'aimerais bien améliorer notre identité visuelle. Ça, c'est mon prisme à moi. On pourra débattre, hein, mais parce que je suis pas tout à fait satisfaite de ce que j'ai fait. Ça marche. Moi, je trouve ça très joli. Qu'est-ce qu'on arrête? On arrête les réels headliners avec l'extrait audio. Statique. Ouais, statique, ça n'a pas bien performé. Peut-être, moi, je vois des réels avec des incrustations de banques d'images ou de... Même en montrant notre œil, en fait, si on enregistre sur Riverside ou un truc comme ça. Exactement, on peut faire des mini-clips sur Riverside. Moi, je le fais sur Antipop et effectivement, on peut faire ça. Peut-être pas trop publier 4 posts par semaine, c'était un peu lourd. C'est c'est un énorme travail parce qu'il faut trouver le débat, il faut trouver les mimes. Alors ça aussi, en fait, si on s'y prend plusieurs mois à l'avance, on a le temps peut-être d'essayer de voir si on les rajoute, tu vois, après, si on a des idées. Mais effectivement, que ce soit pas un truc à trouver absolument le mardi matin. Putain, qu'est-ce que ça va être le débat d'aujourd'hui? Exactement. Et qu'est-ce qu'on commence? Communiquer sur LinkedIn, parce que moi j'ai fait que 2 posts, un post de début pour annoncer qu'on avait trouvé un sponsor et un post de bilan de fin de saison. Ouais. Ah, t'as fait un post de bilan, je l'ai même pas vu. Alors, j'étais en vacances à ce moment-là. Ouais, j'étais en vacances, exactement. Tu pourras aller le regarder puis le liker. Et avec plaisir. Et parce qu'en fait, j'avoue que j'étais pas super à l'aise de communiquer sur ce sujet sur LinkedIn. Ah ouais, pourquoi? Ouais, parce que c'est un sujet assez perso, je trouve. Et en plus... C'est quoi qui est perso, les demandes en mariage ou le podcast des demandes en mariage? Parce que le fait que t'aies créé un podcast, c'est pas du tout perso. Ouais, enfin, non, c'est pro. Ouais, le fait que j'y raconte ma demande, tu vois, je raconte des trucs un peu... Ouais, je sais pas. J'étais pas super à l'aise de discuter de ça. Et parce que aussi,
comme là, je suis en train de développer un positionnement plus autour des communautés, du community building, etc. Et ben, je voulais pas non plus trop phagocyter, Mélanger mélanger les messages. Donc, le parti pris que j'ai voulu prendre, c'était plus de faire une analyse ou, tu vois, un retour d'expérience j'ai organisé un comité auditrice avec Anne Fleur, voilà les leçons que j'en tire, tu vois, un peu plus des trucs de retour d'expérience. Donc, tu vois, ce podcast en fait partie et je vais faire des posts autour de ce podcast, de cet épisode, mais voilà. Donc, à réfléchir. Ouais, moi je me disais qu'on pouvait essayer de trouver une leçon marrante à tirer de chaque demande et en faire la promo sur LinkedIn. Une différente chacune pour que ce soit complémentaire et que nos posts soient pas en concurrence entre guillemets, tu vois. Ou alors qu'on fasse chacune 1 sur 2, tu vois, genre je sais pas, tu fais l'épisode 1, je fais l'épisode 2 ou machin. Mais je trouve que ce serait sympa. C'est clairement pas les mêmes codes que Insta, on n'est pas sur le visuel, etc. Mais je pense qu'il y a des trucs quand même sympas en fait à tirer, ou même je sais pas, faire un truc rigolo en faisant des parallèles entre les demandes en mariage et la communication business, puisque c'est tout ce qui se passe sur LinkedIn. Enfin tu vois, je sais pas, je pense qu'il y a des trucs un peu rigolos, je pense à faire, mais ça aussi ça demande du temps. On peut pas le faire en last minute. Non mais c'est bien, je trouve que honnêtement pour cette saison 1, on a fait les bons choix. Je trouve qu'on n'a pas fait des choix, on a fait vraiment que des trucs qui étaient stratégiquement, on savait pourquoi on le faisait, on allait jusqu'au bout, tu vois, de faire de la qualité éditoriale. Moi, franchement, je suis fière de la qualité de nos épisodes. Bon, il y a des choses à améliorer, et c'est l'objectif de ce Rex de les mettre en avant, mais vraiment la conclusion, c'est que franchement, je suis fière de notre taf. Hein. Bravo, Anne. Ouais, moi aussi. Ouais, franchement. Mais bravo, Anne-Claire. Et un autre truc que je m'étais noté qu'on pourrait commencer, et on l'avait évoqué, mais on l'a fait un petit peu, mais pas trop, c'est faire un moment jeu dans chaque épisode, où par exemple, je te décris 3 demandes en mariage et tu dois deviner si c'est un faux ou un C'est vrai, tox, on avait dit qu'on le ferait. Ouais. Mais ça demandait un peu de travail de recherche, et en fait, comme on était dans le jus parfois, et ben... Ou alors ça peut être sur la forme d'un truc que tu mets sur Insta. Ouais, c'est ça. Bon, on verra. Rendez-vous en saison 2. Ouais, il est temps de clôturer cet épisode de retour d'expérience sur notre collaboration, Anne-Fleur Andrely, sur cette saison 1 de La Demande, le podcast qui dépoussière les demandes en mariage. J'espère que vous qui écoutez cet épisode, ça vous a plu, de rentrer dans les coulisses de ce projet, de voir aussi comment est-ce que on collabore, on asynchrone à 8 heures de décalage horaire et sans s'être jamais vu de la vraie vie, et que ça vous aura donné envie d'avoir cette approche de transparence, d'amélioration continue à la fin d'un partenariat que vous faites dans le cadre d'une cross promo par exemple, ou dans le cadre d'organiser un événement avec quelqu'un, etc. N'hésitez pas à venir réagir sur les réseaux sociaux, sur Instagram @ecofactory ou sur LinkedIn Anne-Claire Leca pour me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez des questions pour Anne-Fleur, je sais qu'elle sera ravie d'y répondre aussi. Puis si ça vous donne envie d'aller écouter La Demande, écoutez-vous, allez écouter La Demande. Et mettez un avis 5 étoiles et un petit mot doux, hein, parce que franchement... ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça nous aidera à préparer la saison 2. Allez, gros bisous. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a été utile. Pour encore plus de conseils, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Et si c'est déjà fait, viens partager avec moi sur Instagram ou sur LinkedIn les idées que ce podcast t'a inspirées. On se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode.